La presse de milliardaires commence sévèrement à attaquer Macron. Après avoir révélé leur drôle de soirée à imiter des chiens à l'Elysée, Le Monde partage aujourd'hui des propos de Macron qui dit que le problème des urgences dans ce pays, c'est que c'est rempli de Mamadou. Ah, le niveau de foutage de gueule, dire ça alors qu'il a détruit les hôpitaux publics, c'est incroyable. Le gars donc commence à se faire lyncher, mais en même temps, il faut dire qu'il arrive tout seul comme un grand à le faire dès qu'il passe à la télévision, comme on va le voir ensemble dans cette actu réfractaire réservée à la catastrophe à Mayotte. On va donc parler des conséquences du cyclone Chido qui a frappé l'île de Mayotte dans l'océan Indien. En début de semaine, on vous a raconté la situation sur cette île qui est aussi le département le plus jeune et le plus pauvre de France. Et on vous a expliqué comment la saison des cyclones peut s'avérer dramatique avec les fragiles logements en tôle qui composent les bidonvilles. Et quelques jours après la catastrophe, on y voit malheureusement plus clair dans ce désastre. Mais avant tout, on pense fort à notre public mahorais qui est sur l'île ou qui a des proches qui vivent là-bas. Donc force à vous dans cette épreuve. Le cyclone a littéralement rasé des quartiers entiers et c'est le cas de Kaweni qui est le plus grand bidonville qui compte 20 000 personnes et qui a disparu de la carte. Selon les autorités, seules 5 000 personnes ont réussi à rejoindre les abris de la préfecture. Et pour tout le reste, on n'a pas d'informations. Il y a heureusement celles et ceux qui ont réussi à fuir, mais il y a aussi une partie des habitants, on ne sait pas combien, qui se trouvent encore sous les décombres. Certains parlent de dizaines de milliers de morts, mais il n'y a rien d'officiel, ce qui rend la situation encore plus angoissante. Là, c'est le chaos. On n'a plus d'électricité, plus de réseau, plus d'eau. Même les stations-service sont fermées dans le nord. La seule station-service qui est ouverte à Kaweni, il y a une queue de 3 jours. Comme chez nous, il n'y a pas de réseau, je suis venu à la capitale pour faire quelques courses pour qu'on puisse avoir un peu à manger. Et de mon village jusqu'ici, je traverse à peu près une quinzaine de villages. Donc j'ai vu les dégâts qu'il y a eu. Oh, le bidonville de Kaweni, tout est tombé. Les amis, tout est tombé. Le marché de Brochetti, il reste plus rien, ok ? Et dans ce contexte, le déblayage est un enjeu majeur puisque dégager les décombres va permettre d'identifier et d'offrir une sépulture à celles et ceux qui sont morts. Mais dégager les décombres, c'est aussi une nécessité pour pouvoir installer toutes les infrastructures de ravitaillement et de soins. Et c'est absolument nécessaire puisque le seul hôpital de l'île fonctionne aujourd'hui à 50%. En réponse à ça, il y a une faible aide qui repose sur les épaules de missions humanitaires. Et pour accéder à cette aide humanitaire, il faut écouter les messages que passent les autorités. Sauf que les antennes réseau sont tombées et que l'électricité a été coupée. Résultat, il faut directement se rendre dans la capitale pour écouter les messages, sauf que beaucoup de routes ont été condamnées, soit à cause de la boue, soit à cause des décombres. Du coup, les quelques routes encore fonctionnelles restent bondées, mais plus que ça, l'essence s'épuise. Et oui, il ne reste que quelques stations dans le nord et 3 jours de queue pour pouvoir y accéder. Pour toutes ces raisons, il y a probablement des centaines de familles qui sont bloquées dans leur village sans aucune information. Surtout que le premier réflexe de nombreux habitants, ça a été de faire chauffer la carte bleue et tout ce qui reste dans le compte en banque pour pouvoir acheter des courses. Comme ça, ils peuvent rester à déblayer sans dépendre ni de l'essence, ni des routes, ni de l'aide humanitaire. Ce qui a vidé les magasins, mais surtout, t'avais beaucoup de gens qui n'avaient, quoi qu'il arrive, pas d'argent pour acheter ces vivres. Mais il y a encore un autre problème, et c'est sûrement le plus urgent, c'est le problème de l'eau potable. Il n'y a pas d'eau courante, l'électricité, les poteaux sont tombés dans tous les sens, donc on sait que ça va prendre du temps à être établi. Et donc les frigos, tout est en train de périr dans les frigos, dans les congélateurs. Donc les gens sont en train de se demander comment ça va se passer. Il y a beaucoup de gens qui ont, comme plan B, ils ont adopté, ils sont allés dans les rivières. Moi j'ai beaucoup hésité, mais n'ayant pas le choix, on est allé avec ma femme, avec des bidons pour remplir. On a vu des gens puiser de l'eau dans un puits. Comme ça se faisait il y a 40-50 ans dans un puits à Mtsamboro, parce que les gens sont totalement désespérés en fait donc on ne sait pas du tout ce qui va se passer. En fait, l'eau qui est puisée dans les rivières peut transporter des bactéries et propager des maladies comme le choléra. On est donc sur un risque sanitaire très urgent, mais cette situation, elle hérite directement de l'abandon de l'État. Et pour comprendre ça, il faut simplement savoir qu'en 2024, l'eau était déjà coupée 26 heures tous les 2 jours à Mayotte. Et la situation était déjà en train de s'aggraver puisque
en novembre, cette coupure est passée à 30 heures. Donc avant même la tempête, il y avait des infrastructures qui étaient fragiles et déclinantes. Donc c'était sûr que le moindre choc allait faire basculer la population dans la détresse la plus totale. Une chose qui était prévisible, mais qui n'a pas été prévue par le gouvernement, ni par le commissaire au plan. C'est bizarre ça. Mais une autre cause directe de cet effondrement, c'est les habitats en tôle que les Mahorais ont été forcés de construire, faute d'avoir des logements en dur. À l'inverse, vous aurez remarqué sur les images que les immeubles, eux, ne se sont pas envolés. Si l'État avait logé les citoyens de Mayotte dans les mêmes conditions qu'en métropole plutôt que dans les bidonvilles, on n'en serait pas là. Mais malgré tout ça, Macron ne s'est pas démonté et il est carrément parti à Mayotte pour dire ce qu'il pensait aux Mahorais. Si vous opposez les gens, on est foutus. Parce que vous êtes contents d'être en France. Parce que si c'était pas la France, pour vous dire, vous seriez 10 000 fois plus dans la merde. Il n'y a pas un endroit de l'océan Indien où on aide autant les gens. C'est la réalité. Quel est l'autre territoire de cette région comme ailleurs qui livre de l'eau, du fret, des soignants comme on le fait ici? Alors il faut que tout le monde se respecte. Mais bon sang, on tiendra jusqu'au bout. Donc en gros, si on suit sa logique, les Mahorais devrait s'estimer heureux d'être des sous-citoyens français. Vraiment, mais il cherche la merde ce gars-là. Hein. Surtout qu'on commence à le connaître, hein, son petit tour de passe-passe à Emmanuel Macron, parce que c'était pareil avec les Gilets jaunes. Bah oui, souvenez-vous-en, il était descendu de sa tour d'ivoire pour faire des sermons pendant des heures aux Gilets jaunes qui avaient pu accéder à ces fameux débats citoyens. Sauf que derrière, rien n'avait changé, mais par contre, pour lui, c'est l'occasion de se mettre en scène. Et oui, il faut pas oublier que tous ces contacts entre le président et le peuple, c'est surtout des superbes images pour les télés et les journaux. Et ça, Macron le sait très bien. Du coup, il s'en fout de dire un peu de la merde et de faire des embrouilles avec les Mahorais. Ce qui va rester de lui, c'est ses belles photos. Et le résultat est là, on a tous ces articles avec Macron en train de serrer des mains, de prendre les Mahorais dans ses bras et de faire de la très bonne com. Et on en oublierait à côté la réalité, c'est-à-dire les pénuries d'eau, de bouffe, d'essence, d'électricité, de soins. Tout ça passe à la trappe puisque Macron serre des mains à des Mahorais. Ce qui permet d'ailleurs à Macron de garder le contrôle du narratif, celui d'une catastrophe naturelle où l'État répond présent. Sauf qu'en réalité, l'État est largement responsable de la misère qui se trouve là-bas. Bon, malgré tout ça, ça arrive qu'un média, pendant un instant, ait la lucidité de tendre un micro à un habitant. Et là, tout de suite, c'est la vérité qui sort. Il nous apportera quoi ici? Là où on n'a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité, il n'y a rien. Il va nous apporter quoi? Est-ce que sa venue nous ramènera l'eau? Voilà 3 jours qu'on n'a pas d'eau. À minima, qu'ils nous remettent l'eau s'il n'y a pas d'électricité. Et ça, c'est réel, tu vois, on s'en fout de Macron. Ce qui compte, c'est d'avoir des bouteilles d'eau, d'avoir des hébergements d'urgence, d'avoir des colis alimentaires. Mais tout ça, ça a mis 6 jours à arriver. Du coup, la situation a déjà eu le temps de dégénérer. Et c'est malheureusement pas une surprise, vu le traitement qui est réservé aux citoyens de Mayotte depuis des années. Résultat, une partie des Mahorais a tout simplement décidé de plier bagages et de tout quitter. Et ça, c'est souvent pour des raisons de santé. Mais malheureusement, ils ne sont pas prioritaires puisque ce sont les habitants de métropole et notamment les fonctionnaires qui sont rapatriés en priorité. Il y a des vidéos qui sont en train de sortir où on voit que les Mahorais, on leur dit que pour être évacués, il faut qu'ils soient malades, qu'ils soient en état grave, alors que pour certains Français de métropole, là, il n'y a pas de problème. Du coup, il faut 2 jours pour partir, c'est ça? Ou plus, je sais pas là-dessus comment l'organisation. D'accord. Mais donc du coup, c'est pas que quand on est malade. Non, il n'y a pas que quand on est malade. Okay. Là-dessus. Et ceux qui veulent se faire rapatrier comme eux. Mais pourquoi la moitié des gens restent là? Je comprends pas pourquoi. Parce que déjà, vous êtes un peu trop près de moi. Nous aussi, on va pas crever. Je sais pas si on se rend compte à quel point c'est grave. Pourquoi les Français venus de métropole auraient le droit d'être rapatriés, évacués d'urgence, et pour les Mahorais qui sont des Français au même titre qu'eux, là, c'est différent. Donc encore une fois, c'est un autre exemple où l'État privilège ceux des métropoles et ne considère même pas le peuple mahorais, il s'en fout totalement. Donc encore une fois, les citoyens de Mayotte font face aux conséquences d'un gouvernement qui a déserté ses responsabilités. Et dans cette épreuve, on est de tout cœur avec vous, les Mahorais et ceux qui ont des proches là-bas. Après la crise en Martinique et en Nouvelle-Calédonie, c'est un autre département censé être français qui est méprisé, appauvri et finalement meurtri par l'État français. Bon, pour terminer cette dernière quotidienne, on va parler d'une meilleure nouvelle. Alors, vous allez voir, il faut attendre un petit peu pour voir la bonne nouvelle. On va parler de Dominique Pellicot. Pour ceux
ceux qui n'ont pas suivi cette affaire, c'est quelque chose d'assez horrible, hein. Donc on vous fait des petits avertissements. Si vous voulez pas avoir des trucs très crus, vous pouvez passer directement à la conclusion. Pendant 10 ans, Dominique Pellicot a drogué sa femme, Gisèle Pellicot. Il l'a violée et il l'a fait violer par plus de 70 autres hommes. Alors ça ressemble à un fait divers sordide, sauf que le procès qui s'est déroulé de septembre à décembre s'est progressivement transformé en un événement historique avec un retentissement international. Et ça, c'est grâce au courage d'un choix de Gisèle Pellicot, celui d'ouvrir les audiences au public. En fait, Gisèle Pellicot a décidé de ne pas se cacher et elle a assumé ce choix d'un bout à l'autre, malgré tous les gens qui ont parlé sur elle. Et tout ça, elle l'a fait en gardant la tête haute face à sa centaine d'agresseurs. Et pendant ce temps, des centaines de personnes se sont rendues plusieurs fois dans les salles ou devant les tribunaux pour manifester et se rencontrer. Du coup, ce procès est devenu un lieu de rencontre, de lien et de changement social. Finalement, le procès a été remporté par Gisèle Pellicot et on va vous laisser avec ses paroles à la sortie du tribunal. J'ai voulu, en ouvrant les portes de ce procès le 2 septembre dernier, que la société puisse se saisir des débats qui s'y sont tenus. Je n'ai jamais regretté cette décision. J'ai confiance, à présent, en notre capacité à saisir collectivement un avenir dans lequel chacun, femmes et hommes, puisse vivre en harmonie, dans le respect et la compréhension mutuelle. Et c'est là-dessus qu'on termine cette actu réfractaire écrite par Nico et montée par Pixel. Et c'est aussi la dernière actu réfractaire de l'année, parce qu'après, c'est les vacances d'actu réfractaire. Donc merci à vous tous de nous avoir suivis en 2024. Merci pour vos dons, pour vos partages, pour vos commentaires, vos corrections et vos soutiens. Sur l'ensemble des réseaux, l'actu réfractaire a réalisé 10 millions de vues cette année, ce qui en fait l'une des premières chaînes d'actualité en France et probablement la première du genre totalement indépendante. Donc nous, on est plutôt fiers de ce travail-là et on espère que vous aussi. On se retrouve en janvier pour la reprise et si ça vous manque, n'hésitez pas à aller voir Canard Réfractaire, il va y avoir des vidéos qui vont sortir pendant les vacances. Sur ce, des bisous et à la prochaine.